Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour Patrice Cagny. Bonjour. Alors si on devait vous présenter de manière académique, on dirait que vous êtes directeur de recherche FNRS et Wellbio, professeur à l'UC Louvain et membre du laboratoire de métabolisme et nutrition au sein du Louvain Drug Research Institute. Mais vous aimez vous présenter comment ? Alors tout simplement, Patrice. Je suis Patrice, rêveur, clairement, chercheur, c'est vrai, à mes heures. Et puis je pense qu'en utilisant simplement mon prénom, ça permet d'avoir non seulement une proximité, mais en plus, c'est la réalité du terrain. J'utilise presque jamais mes titres académiques, sauf quand on me les présente sur le papier. Donc pour la suite, là, on doit vous appeler juste Patrice. Patrice. Ok. Alors, votre spécialité, c'est l'étude de ce qui se passe dans nos intestins et plus particulièrement le microbiote. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le microbiote et est-ce que ça se rapproche de ce qu'on appelle la flore intestinale que nous vantent les publicités pour les yaourts ? Alors en fait, le microbiote intestinal, c'est le terme que l'on utilise aujourd'hui en science et qui fait référence à la flore intestinale qui était le mot utilisé auparavant. Je parlerai des yaourts après. Mais quand on parle du microbiote intestinal, c'est en fait les 100 000 milliards de bactéries qui vivent avec nous, dans notre intestin. Ça correspond également à d'autres micro-organismes, certains champignons, certaines levures, certains virus. Moi, je m'intéresse vraiment aux bactéries. Donc, peut-être un abus de langage, pour moi, le microbiote intestinal, ce sont ces bactéries qui vivent avec nous et qui représentent, je ne l'ai pas encore dit, mais presque autant de cellules que nos propres cellules humaines. Donc, vous imaginez la quantité de cellules qui vivent dans notre intestin et que l'on a, jusqu'il y a quelques années, simplement considérées comme étant, de la matière fécale, appelons un chat, et peut-être pas un organe à part entière, puisque ces cellules, elles vivent, elles interagissent entre elles, mais interagissent aussi avec nous. Si j'en viens au fameux yaourt, et on nous dit prenez des yaourts, c'est bon pour la flore intestinale, c'est simplement parce que dans certains yaourts, il y a, ou dans certains, on va dire les fermentés, des bactéries qui sont connues pour avoir des effets intéressants sur la santé, et bien souvent c'est parce qu'elles permettent de limiter, par exemple, le développement de diarrhée suite à la prise d'antibiotiques. Mais on ne doit absolument pas limiter le microbiote à ça. Le microbiote, c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas simplement la diarrhée et la matière fécale. On pourra en discuter. Vous allez voir, c'est une mine d'or, si je puis dire, pour connaître un peu mieux notre santé. Alors, ces 100 000 milliards de bactéries, à quel moment elles interviennent dans le processus de digestion ? En fait, le microbiote intestinal, il intervient dans la digestion très rapidement. Quand vous pensez au tractus gastro-intestinal, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'entièreté de la séquence de ce qui se passe dans notre tube digestif, vous avez l'estomac, puis directement après le duodénum, c'est le début de ce qu'on appelle l'intestin grêle, et puis on va dire l'intestin grêle pendant quelques mètres, et on arrive ensuite dans la partie côlon, là où il y a la majeure partie des bactéries. Mais déjà dans la partie proximale, au début, juste après l'estomac, certaines bactéries sont également présentes et contribueraient déjà à entamer un processus de digestion. Alors attention, quand je dis un processus de digestion, je ne veux pas être compris de manière erronée. Ce sont nos enzymes, ce sont nos sucs gastriques qui vont commencer à digérer les aliments. Mais en interagissant déjà dans cette partie haute de l'intestin, les bactéries vont modifier par exemple l'absorption de certains sucres, de certaines graisses. Elles vont commencer à digérer des substances que nous ne sommes pas capables de digérer. Pensez aux fibres alimentaires, ces fameux constituants qu'on a dans les fruits et les légumes. Eh bien, nous ne sommes pas capables, nous, en tant qu'humains, de les digérer. Et certaines bactéries vont s'en occuper. C'est d'ailleurs une source alimentaire pour elles. Certains constituants qui donnent de la couleur aux aliments, les polyphénols, vont aussi servir de nutriments pour les bactéries. Donc les bactéries vont progressivement, tout au long du tractus gastro-intestinal, mais il est vrai de manière beaucoup plus puissante dans la partie basse au niveau du côlon, contribuer à digérer certains aliments. Et outre la digestion de ces aliments, comme les fibres alimentaires, elles libéreront aussi toute une série d'autres nutriments qui étaient coincés, par exemple, dans ces fibres. Vous aurez certains oligo-éléments qui pourront être libérés, et puis elles produiront aussi des vitamines, comme les vitamines du groupe B. Donc c'est une symbiose, en quelque sorte, on leur offre le gîte et le couvert, mais elles contribuent aussi, en digérant certains des aliments que nous ne sommes pas capables de digérer, elles vont nous fournir des nutriments que nous n'aurions pas pu recevoir, on n'aurait pas pu en bénéficier suite à ce passage dans l'intestin. Et on leur offre le gîte et le couvert depuis quand en fait ? Est-ce qu'en naissant, un bébé a déjà son microbiote et il peut déjà fonctionner ?
Alors c'est une excellente question pour laquelle il y a aujourd'hui un débat. On a toujours imaginé que le microbiote intestinal était implanté ou s'implantait juste après la naissance. C'est d'abord le vagin de la maman qui contient des micro-organismes qui va servir de première zone d'ensemencement au moment du passage du bébé, et il y aura également une contamination par la flore anale de la maman. Ça, c'est quand l'enfant naît par voie basse. Si c'est un enfant qui naît par césarienne, il va recevoir le microbiote cutané et plus l'environnement. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de littérature qui laisse penser que ce fameux microbiote pourrait peut-être déjà s'implanter in utero. Alors quand je dis in utero, ça veut dire qu'il y a des données montrant que dans le liquide amniotique, il y aurait déjà des bactéries, en quantité évidemment beaucoup moins importante que ce qu'on aurait dans un intestin normal, mais on pense que ces premières bactéries pourraient déjà exercer une certaine pression sur le système immunitaire du bébé, pourraient aussi commencer à dialoguer et l'informer qu'il va devoir se préparer à une arrivée de bactéries beaucoup plus importantes. Alors je pense que si aujourd'hui nous devions dire est-ce que le microbiote s'implante dès le début, très certainement, dès que le bébé, non pas juste après la conception, mais au moment de la naissance, va recevoir le microbiote de la maman, qui va ensuite se diversifier de façon beaucoup plus importante. Donc cette interaction entre les micro-organismes et l'hôte, c'est-à-dire nous, s'exerce depuis notre plus tendre enfance, et ce, jusqu'à la fin des jours. Ah, donc ça évolue au fur et à mesure de la vie? Alors ça va évoluer très rapidement les premières années de la vie. D'ailleurs, on considère que la première année est très 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 cruciale. On en entend parler dans différents niveaux. Le système immunitaire qui va se mettre en place, l'enfant qui va avoir évidemment un développement particulier de son tractus gastro-intestinal, mais aussi une variété d'aliments qu'on va apporter. On introduit petit à petit certains aliments. Déjà rien que cette modification de l'alimentation aura un impact important sur le microbiote. Et puis vers l'âge de 2-3 ans, on considère que ce microbiote se stabilise relativement. Et puis à l'âge adulte, on a un microbiote qui va subir des variations, on pourra en discuter, mais il est relativement stable jusqu'à l'âge un peu plus avancé, quand notre système immunitaire commence un peu à décliner, quand les pressions hormonales sont un peu différentes, eh bien ce microbiote changera. Et comme chez l'enfant, la personne âgée a un microbiote qui petit à petit perd de sa diversité et sans doute le protège moins de certaines agressions. Alors, est-ce que tout le monde a le même microbiote, ou est-ce qu'on peut répartir des types de microbiotes, par exemple, par continent ou par groupe ethnique? En fait, il est vrai que nous avons chacun un microbiote qui nous est propre. C'est un peu comme une empreinte digitale. Par contre, si je vous dis regardez votre pouce et comparez votre pouce à une autre personne, vous allez trouver qu'ils se ressemblent évidemment. Les lignes de cette empreinte digitale sont relativement similaires, en tous les cas à l'œil, quand on les regarde comme ça. Et pourtant, elle vous est propre. Elle est propre à chacun de nous, cette empreinte. Et le microbiote, c'est plus ou moins la même chose. Mais il y a quand même certaines similitudes que l'on peut retrouver au sein des différents microbiotes intestinaux, c'est-à-dire qu'en dépit du fait que cette empreinte semble être différente chez chacune et chacun de nous, il y a ces fameuses lignes qui, chez certaines personnes, seront identiques. Et bien dans le microbiote, il y a certaines bactéries qui seront là en quantité similaire chez une personne A et une autre personne B. Et ça, c'est vrai, quelles que soient nos origines ethniques, quel que soit l'endroit où on se retrouve sur la Terre. D'ailleurs, il y a de très belles études qui ont démontré que l'on pouvait séparer en 3 ou 4 grands groupes la population mondiale, et ce, quel que soit l'endroit sur lequel on se trouve sur la Terre. On parle d'entérotypes, un peu à l'instar de ce qu'on pourrait mettre comme similitude, mais à nos fameux groupes sanguins, même si ça n'a rien à voir avec les groupes sanguins. On pourrait dire, bien voilà, vous faites partie de l'entérotype 1 qui est dominé par un type de bactérie. Alors on parle de Bacteroides, Prevotella, Ruminococcus, peu importe pour les noms un peu complexes, mais c'est vraiment cela. Vous arrivez à séparer la population sur la base de ces grandes différences. Cela étant dit, c'est pas parce que vous avez 2 personnes qui appartiennent au même entérotype qu'elles ont le même microbiote. Donc on descend petit à petit dans la comparaison et dans la finesse, je dirais, de ces différences de microbiote intestinal. On comprend que c'est important, du coup, d'avoir un bon microbiote. Qu'est-ce que ça impliquerait d'avoir un microbiote déséquilibré et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir justement le microbiote parfait? Alors, en tant que scientifique qui s'intéresse au microbiote, je n'ai toujours pas la réponse de ce qu'est un microbiote parfait.
D'ailleurs, il y a des grands projets européens qui essayent de mettre ensemble toute une série de chercheurs pour essayer de déterminer ce que serait en fait un microbiote parfait. Donc, évidemment, difficile de répondre à la question, voilà la composition, c'est cette liste de bactéries. Cela étant dit, il y a quand même des choses qui sont très bien étudiées. On parle de diversité. Alors la diversité, pour faire simple, si vous imaginez que votre microbiote intestinal est constitué d'1 kilo de bactéries, eh bien dans ce kilo de bactéries, on va retrouver par exemple 150 ou 200 espèces différentes qui se partagent ce fameux kilo. Pourquoi il y a autant de bactéries différentes dans un microbiote que l'on dirait avec une bonne diversité? C'est parce que ces bactéries ont des activités différentes l'une de l'autre et complémentaires. Donc ce microbiote serait donc potentiellement sain, intéressant, puisqu'il peut faire face à certaines agressions. Ce qu'on a pu découvrir à la fois au laboratoire et dans d'autres laboratoires, c'est que des sujets, par exemple, qui souffrent d'obésité, de diabète de type 2 ou d'autres maladies comme des maladies inflammatoires de l'intestin, eh bien, ils ont ce qu'on appelle une faible diversité de leur microbiote. C'est-à-dire que même s'ils ont 1 kg de bactéries, il y en a peut-être que 50 qui se partagent la part du gâteau, si je puis dire. Et ça démontre également que l'on a donc une difficulté dans cette biodiversité à pouvoir faire face à certaines agressions. Le parallélisme, il est très simple. On parle de biodiversité dans notre environnement de tous les jours. Vous prenez une forêt. Si vous avez une forêt qui est magnifique avec plein d'essences différentes, des sous-bois différents et toute une série de plantes qui s'y trouvent, s'il y a un agresseur, que ce soit un champignon ou autre, qui va faire disparaître une de ces plantes ou un de ces arbres, ce n'est pas l'entièreté de la forêt qui va disparaître. Dans l'intestin, c'est exactement la même chose. Plus vous avez une diversité importante, plus vous seriez prêt à faire face à des agressions extérieures. Et donc, quand on parle d'un bon microbiote intestinal, pour l'instant, on catégorise dans les différentes populations des personnes qui ont un microbiote qui serait divers, avec beaucoup de bactéries différentes. Et qui dit bactéries différentes dit aussi des activités métaboliques, et donc des métabolites, et donc des substances qui pourraient contribuer à notre bon fonctionnement et à nous protéger face à certaines maladies. Donc nous, en tant qu'individus, est-ce qu'on peut participer au fait d'avoir un microbiote équilibré? Tout à fait. Alors, je ne vais rien vous apprendre. Hein. La façon de maintenir un microbiote dit équilibré ou en tous les cas en bonne santé, même si c'est difficile de dire voilà le microbiote en bonne santé avec une cartographie, c'est simplement une alimentation équilibrée. Alors, alimentation équilibrée dans le sens où vous aurez des fibres alimentaires, donc des fruits et des légumes, qui ne seront pas non plus toujours les mêmes fibres ou les mêmes légumes. Parce qu'on peut vous dire, vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Si vous mangez 5 oranges tous les jours pendant des semaines, versus je prends d'autres types de fruits et d'autres types de légumes, vous aurez une diversité de sources alimentaires pour ce microbiote. Différents types de fibres, différents types de polyphénols. Là, je parle que des fibres, de ce qui est non digéré par nos propres cellules, mais en fait, ce que l'on ignore trop souvent, c'est le fait que certains lipides, certaines graisses vont aussi influencer de façon très importante la composition du microbiote. On vous a déjà parlé bon nombre de fois des fameux acides gras oméga 3, les huiles de poisson ou l'huile de lin. Ça, c'est typiquement une graisse qui est connue comme étant une source hyper intéressante pour le microbiote intestinal. Versus les graisses saturées de certaines graisses animales qui, elles, auront un effet plutôt délétère, c'est-à-dire qu'elles vont tuer certaines bactéries, pour faire simple, et laisser la place à d'autres bactéries qui ne seraient pas très intéressantes. Et aujourd'hui, quand on regarde les études qui montrent qu'un microbiote intestinal est sain et en tous les cas associé à une bonne santé, eh bien, ces études sont typiquement des études avec un régime diversifié. Par exemple, le régime méditerranéen, pour ne citer que celui-là, est vraiment un des régimes qui démontre l'effet le plus intéressant sur la composition du microbiote pour que ces bactéries soient des bactéries qui puissent avoir un effet intéressant sur la santé. Mais évidemment, ce n'est pas parce que vous allez adopter le régime méditerranéen que d'office vous allez être protégé contre toute une série de maladies. Donc il faut aussi trouver le bon équilibre dans la façon de choisir ces aliments. Et clairement, la meilleure source, je dirais, pour améliorer le microbiote intestinal, ce sont nos choix alimentaires. Parmi les substances qui tuent des bactéries, justement, il y a les antibiotiques. Est-ce que ça représente un danger pour notre microbiote intestinal? Alors oui, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez prendre des antibiotiques, vous allez tuer non pas
le fameux microbe qui vous a rendu malade et qui a provoqué une infection des voies respiratoires hautes. Non, vous allez tuer également tout autre type de bactéries. D'ailleurs, bien souvent, on utilise des antibiotiques et on parle d'antibiotiques dits à large spectre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va prendre un bazooka pour aller tuer une mouche à un endroit. Donc la partie émergée de l'iceberg que nous voyons quand on prend des antibiotiques, c'est la rémission de la maladie dont on souffrait, et parfois une diarrhée associée à la prise d'antibiotiques qui va s'atténuer très rapidement quelques jours après l'arrêt des antibiotiques. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est tous ces dommages collatéraux. Ce sont ces dommages collatéraux que les antibiotiques auront engendrés parce que certaines bactéries vont disparaître, certaines disparaîtront à tout jamais. Donc certaines espèces disparaissent et ne reviendront plus jamais. Or, il y a quelques années, on nous disait, vous savez, une prise d'antibiotiques, ça modifie le microbiote jusqu'à 6 mois, peut-être 1 an, et puis vous avez un microbiote normal. Tout dépend de la façon dont vous le regardez. C'est un peu comme l'empreinte digitale. Si vous prenez une empreinte digitale, donc l'exemple que je prenais tout à l'heure pour le microbiote qui nous est propre, je fais une empreinte maintenant, je me fais une petite coupure à un endroit, mon empreinte va être modifiée, je vais refaire mon empreinte, vous allez toujours être reconnu comme tel. Mais pourtant, vous avez bien vu qu'il y avait quelque chose de différent. Dans le microbiote, c'est à peu près la même chose. Plus vous allez vous couper à cette empreinte digitale, plus vous allez entraîner des dommages, et moins on va vous reconnaître. Et bien, votre microbiote va aussi se diversifier et être modifié. D'ailleurs, des études aux États-Unis ont bien démontré que l'administration répétée, même de petites doses d'antibiotiques à des enfants, avait des répercussions plus tard, non seulement sur leur gain de poids corporel, leur susceptibilité à développer des maladies auto-immunitaires, et donc c'est la preuve par ce genre d'observations qui ont été répétées de manière expérimentale que ce microbiote subit et subira à chaque fois une prise d'antibiotiques. Donc le maître mot, quand on lui dit « limitons l'utilisation d'antibiotiques pour éviter les bactéries résistantes », c'est vrai et c'est indéniable, mais c'est également vrai pour probablement limiter des dommages au long cours chez une personne X ou Y. Et on l'a bien vu, bon nombre de thérapeutes utilisaient, ou de médecins utilisaient rapidement l'antibiotique pour un rhume, et finalement vous n'allez rien faire à ces virus, vous allez plutôt limiter votre système de défense dépendant des bactéries. Donc oui, indéniablement, la prise d'antibiotiques doit être faite de manière tout à fait éclairée, raisonnée et pour une bonne raison. Alors, si on regarde justement au contraire les patients qui ont un bon microbiote, certaines entreprises sont prêtes à payer pour obtenir leurs précieuses matières fécales. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à cela? Alors c'est vrai que ça peut prêter à sourire, hein. Vous imaginez avoir un petit encart dans une salle d'attente, donnez-nous votre microbiote, on va en faire des pilules. C'est une source intéressante. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'on parle de l'or noir. Dans le business, certains collègues parlent de l'or noir. Donc, c'est plus du tout le pétrole, c'est les matières fécales. Plutôt que de les jeter, vous pouvez les récupérer, elles vont être utiles. Donc, plus sérieusement, il y a des données dans la littérature qui montrent ce qu'on appelle la transplantation fécale ou Fecal Material Transplantation, FMT, servent véritablement de traitement contre certaines maladies. Par exemple, la maladie typique qui a démontré une efficacité incroyablement puissante de la transplantation fécale, c'est la maladie de résistance à Clostridioides difficile. Le C. difficile, c'est une diarrhée importante, une colite importante, bien souvent qui apparaît d'ailleurs après la prise de certains antibiotiques et qu'on n'arrive pas à éliminer en prenant encore plus d'antibiotiques. Donc là, la transplantation fécale permet de traiter carrément cette maladie. Ça se fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'ailleurs, même dans la médecine chinoise, c'était déjà décrit. Alors, est-ce que pour autant, en prenant des petites gélules de matière fécale dites de bon microbiote, et là, le débat revient, c'est d'où vient cette matière fécale? Qu'est-ce qu'un bon microbiote? Quels sont les critères de sélection? Et là, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que tout le monde se pose encore cette question, mais il est vrai que certaines sociétés ont surfé sur cette vague, vendent des gélules à base de microbiote pour dire bon, on va restaurer votre microbiote qui est un peu altéré probablement. Vous souffrez d'obésité, vous souffrez de stress, d'anxiété, vous n'êtes pas bien, tenez quelques gélules de matière fécale, ça ira mieux. Alors les études ne sont pas encore consensuelles à ce niveau-là, hein, il faut dire ce qui est, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit probablement réfléchir à ce genre de thérapie avec un but bien précis. Je citais tout à l'heure la diarrhée assez difficile. Il y a d'autres situations dans lesquelles il semblerait y avoir des effets intéressants de la prise de matière fécale
dans le sens transplantation fécale, c'est certaines maladies inflammatoires de l'intestin. Mais à l'inverse, d'autres collègues disent « Oh, attention, nous avons détecté qu'il y avait probablement une certaine compatibilité. En d'autres mots, comme une greffe d'organes, certains microbiotes pourraient très bien convenir à une personne et d'autres non, même si c'est un microbiote dit sain. » Donc on est un peu dans les balbutiements de la compréhension de ce microbiote, de cette compatibilité. Est-ce qu'on va pour autant, comme on l'a pris pour certains probiotiques, prendre des gélules de matière fécale tous les matins? Je ne pense pas encore, mais c'est probablement le cas dans le futur. D'ailleurs, on n'en a pas encore discuté, mais certaines sociétés vont même jusqu'à se dire « je ne vais pas prendre une matière fécale en tant que telle, mais je vais composer une gélule contenant différents types de bactéries qui sont connues comme étant des bactéries qui pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé. Et donc en mixant tout cela, on pourrait avoir des effets intéressants. Ce n'est pas aussi simple et on n'y est pas encore malheureusement. On entend de plus en plus dire que notre intestin est notre deuxième cerveau. Ça veut dire quoi? Pourquoi on dit ça? Alors c'est marrant, parce qu'on entend ça depuis quand même quelques années maintenant. En fait, la véritable raison de cette association, c'est parce que dans votre intestin, vous avez un système nerveux dit autonome, le système nerveux entérique. Donc vous imaginez 200 millions de neurones qui ne sont pas sous l'influence directe, si je puis dire, du vrai cerveau. Donc ils peuvent fonctionner tout seuls, ils vont s'amuser à dialoguer entre eux, ils vont faire bouger l'intestin. Vous avez cette motilité intestinale qui va propulser tout doucement les différents éléments et aliments et puis le bol alimentaire jusqu'à la fin de l'intestin. Alors là, ils sont autonomes, il est autonome, il reçoit des informations et il communique avec ses organes à proximité. D'ailleurs, si vous prenez un intestin, vous le sortez d'un corps, cet intestin continuera à conserver pendant un certain temps cette motilité. Preuve qu'il est autonome, qu'il n'a pas besoin de l'autre cerveau. Bon, c'est un peu caricatural, évidemment. Aujourd'hui, on a tendance à considérer l'intestin comme étant le second cerveau en y incluant la matière fécale. En y incluant également, dans cet aspect neuronal, ce kilo et demi de matière fécale, donc c'est autant en fait de poids que notre cerveau, pas le mien mais sans doute le vôtre. Le mien il est beaucoup plus réduit que ça. Et si on pense à cette autonomie de l'intestin, c'est aussi parce que dans l'intestin, vous avez beaucoup plus de neurotransmetteurs quantitativement qui sont produits que dans le cerveau. Prenons la sérotonine, la première source de sérotonine dans l'organisme, ce sera l'intestin. Il y a plein d'autres neurotransmetteurs qui sont produits aussi par certaines bactéries même, outre l'intestin lui-même. Et je pense que voilà, on s'approche d'un amalgame entre le second cerveau, en y incluant les bactéries et les neurones, la capacité de ces bactéries à produire toute une série de neurotransmetteurs, vous imaginez ici on parle de grammes, de certains neurotransmetteurs produits par le microbiote intestinal. C'est donc probablement notre second cerveau, si on prend ces éléments comme étant des éléments clés. Mais je pense qu'on a quand même bien du premier cerveau. Alors revenons sur ces 100 000 milliards de bactéries. Vous étudiez un spécimen particulier qui est l'Akkermansia mucinifila. À quoi ressemble cette bactérie? Alors d'abord, bravo, parce que le est super bien prononcé. Et bien souvent, on dit Akkermansia municifila. Enfin voilà, on les a eu à toutes les sauces, mais bravo. Cette bactérie, c'est une bactérie qui a été isolée par mon collègue, le professeur Willem de Vos et Muriel Derrien. Ils ont publié cette bactérie en 2004. Je dois vous avouer que c'est une toute petite bactérie, environ 1 micromètre, et elle a une particularité, elle vit dans la couche de mucus qui tapisse notre intestin, dans la partie iléon et côlon principalement. D'ailleurs, le nom mucinifila vient de là. Mucine, mucus, phyla, elle aime le mucus. Et le Akkermansia vient de Akkermans, c'est en fait un professeur hollandais qui était le professeur Akkermans. Comme ça, vous connaissez tout de cette bactérie, ou au moins sur l'origine du nom. Et en fait, Akkermansia, nous, on s'y est intéressé tout à fait par hasard. J'avais remarqué avec mes collègues au laboratoire que lorsque l'on donne des prébiotiques, donc les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires qui vont être utilisés sélectivement par certaines bactéries de notre intestin et qui auront un effet bénéfique sur la santé. Et les fameux prébiotiques que l'on connaît le plus se retrouvent dans l'oignon, dans l'ail, dans le topinambour, etc. Et nous, on donnait ces éléments en fait à nos animaux de laboratoire qui étaient rendus obèses et diabétiques avec un régime riche en graisse ou qui étaient obèses liés à une maladie génétique.
une mutation génétique. Et on a remarqué que ces prébiotiques amélioraient leur santé, changeaient le microbiote intestinal. Et ce qui nous a paru tout à fait, corrélatif, donc simplement une association au départ, c'est que les souris obèses n'avaient plus de cette fameuse Akkermansia, tandis que les animaux qui recevaient les prébiotiques en avaient énormément. Et donc on s'est dit, tiens, peut-être que cette bactérie a un rôle à jouer. On a une corrélation, plus j'ai d'Akkermansia, plus mon animal est en bonne santé, moins j'ai d'Akkermansia, plus il a une perméabilité intestinale élevée, plus il a un taux de sucre dans le sang qui est élevé. On a regardé chez l'homme si cette bactérie était aussi corrélée avec l'obésité et le diabète de type 2, et c'était le cas. Alors, de nouveau, simple corrélation, on est arrivé ensuite à l'administration de cette bactérie à des animaux de laboratoire. C'était dans le cadre de la thèse d'Amandine Evrard, qui est aujourd'hui professeure à l'UC Louvain. Et on a pu remarquer que l'administration d'Akkermansia permettait de limiter le gain de poids corporel et le développement de la masse grasse chez ces animaux, démontrant en quelque sorte une preuve du concept qu'elle pouvait jouer un rôle. Mais en toute honnêteté, cette bactérie, moi je ne la connaissais absolument pas avant d'avoir fait cette simple observation. Cette observation, vous l'avez fait avec vos équipes dans les laboratoires, mais ça va sortir d'un laboratoire parce que vous allez bientôt produire un complément alimentaire à base de cette bactérie, dont j'évite de prononcer le nom, effectivement, comme vous pouvez le remarquer. Ça va fonctionner comment? Est-ce que c'est un remède miracle contre le diabète ou l'obésité? Alors non, c'est une très bonne question aussi. Non, ce ne sera absolument pas un remède miracle. Par contre, nous avons la conviction que Akkermansia, de par son rôle, qui est un rôle, entre nous, on considère que c'est une bactérie qui est un gardien de la fonction barrière de l'intestin. Quand je dis un gardien de la fonction barrière de l'intestin, c'est parce que dans toutes les expériences que nous avons réalisées, en ce y compris chez l'homme, nous voyons qu'elle permet de restaurer la fonction barrière de l'intestin. En d'autres mots, elle limite le passage de certaines toxines de l'intérieur de notre intestin vers le sang. En répétant probablement ce genre d'effet suite à l'ingestion d'Akkermansia, cette fois-ci sous forme de compléments alimentaires, on pourrait contribuer à limiter le passage de certaines toxines, à restaurer en quelque sorte un meilleur fonctionnement de notre organisme. Et donc, au final, nous pensons qu'en remettant un peu de l'huile dans les engrenages de notre système, on va aider la machine, pour parler très simplement, à se remettre en route. Alors quel est le problème au cours de l'obésité et du diabète de type 2 ? Eh bien, au cours même du prédiabète, ce qui se passe, c'est que votre sucre va rester élevé au niveau du sang, il va difficilement rentrer dans les organes pour être utilisé. Et pire, il pourrait même se stocker encore plus au niveau du tissu adipeux. Donc ce que nous, on avait déjà remarqué il y a de nombreuses années, c'est que certaines toxines qui passent de l'intestin vers le sang, on parle des endotoxines, des lipopolysaccharides, c'est un peu comme des grains de sable dans les engrenages. Au lieu de laisser rentrer le sucre dans les cellules pour que ce sucre soit utilisé et même les graisses pour qu'elles soient oxydées, eh bien, ces petites toxines viennent bloquer ce système. Akkermansia va sans doute aider à remettre en marche la machine. Un des exemples que moi j'aime bien utiliser, c'est l'exemple d'une baignoire. Vous imaginez que vous avez une baignoire et votre taux de sucre dans le sang ou la graisse, peu importe, atteint un certain niveau parce que quand vous ouvrez le robinet, cette baignoire va se remplir. Le problème, c'est que l'évacuation étant trop petite, la baignoire se remplit, et vous avez trop de graisse et trop de sucre dans le sang. Akkermansia va aider en quelque sorte à réouvrir un peu le bouchon et peut-être un peu diminuer l'entrée de ces différentes graisses et ces différentes toxines pour essayer de faire diminuer la baignoire. Mais si vous ne faites rien, que vous continuez à manger n'importe comment, que vous ne faites pas d'activité physique, ça ne sera pas un miracle. Donc si vous-même, vous n'aidez pas à limiter ce robinet en le fermant un petit peu, en vous restreignant un peu dans votre alimentation, et qu'en plus en faisant de l'activité physique, vous n'arrivez pas à ouvrir l'évacuation que Akkermansia a commencé à essayer d'ouvrir, il ne se passera rien, la baignoire va rester remplie et elle débordera, donc ce n'est pas du tout un miracle dans ce cadre-là. Donc je dirais toujours, elle devra être utilisée, mais comme n'importe quelle prise en charge, en complément d'une prise en charge nutritionnelle bien réalisée, en plus de l'activité physique. Et là, je pense que ce sera une aide intéressante, clairement. Et en plus, je suppose, d'autres traitements, peut-être d'autres pathologies présentes. Alors voilà, si c'est une personne clairement qui souffre d'un diabète de type 2, Akkermansia n'est pas un traitement, ce n'est pas du tout un médicament. Les traitements et médicaments qui sont là à part entière resteront
on pourrait imaginer que certains sujets qui sont traités cette fois-ci de la metformine, qui est une première ligne de traitement du diabète de type 2, eh bien peut-être qu'en utilisant conjointement, ça devrait être prouvé évidemment, conjointement la metformine plus Akkermansia, on devra peut-être utiliser un peu moins de metformine et donc améliorer progressivement l'état de la personne ou limiter l'évolution de la maladie au long cours. Mais je ne pense pas que ça va traiter en tant que tel. Donc c'est là qu'il faut être très prudent, que ce soit l'obésité ou le diabète, même si c'est vrai que je suis très souvent contacté en me disant quand est-ce que je pourrais avoir Akkermansia pour traiter mon obésité et mon diabète. Non, malheureusement, mon message est toujours le même. Ce sera un complément alimentaire avec une prise en charge raisonnée à côté. Cela pourra vous aider, je le pense. Le développement de ce complément alimentaire, c'est un peu l'aboutissement d'années de recherche. Est-ce que vous avez encore des choses à découvrir sur Akkermansia? Ou est-ce que ça va, vous avez fait le job et... Alors j'aime bien la question parce qu'en fait, la recherche en elle-même ne s'arrête jamais. La recherche, c'est un... D'ailleurs, si je paraphrase François Jacob, qui est un prix Nobel de médecine et physiologie, qui dit « La recherche, c'est un processus sans fin. » Et on ne sait jamais comment il évoluera. L'imprévisible est dans la nature même de la science, si je prends toute sa phrase. Mais le fait que ce soit un processus sans fin, c'est la réalité. Aujourd'hui, avec Akkermansia, nous avons eu la chance, j'ai eu cette chance inouïe, pas du tout imaginée au départ, de passer d'observation laboratoire vers des tests chez l'animal de laboratoire, puis ensuite des tests chez l'homme, et aujourd'hui un complément alimentaire à base de cette bactérie. Mais il y a tellement de choses encore à connaître sur cette bactérie et sur son interaction avec l'autre que bon nombre d'autres projets, non pas seulement dans mon laboratoire, mais au niveau mondial, se focalisent sur Akkermansia. D'ailleurs, si vous regardez le nombre de publications qui sortent dans le domaine médical sur Akkermansia au cours de ces 2-3 dernières années, c'est bien plus que ce qui n'est sorti sur 10 ans auparavant. Donc on a vraiment une exponentielle là-dedans. Alors moi, ma recherche sur Akkermansia, c'est une petite partie de ce que je fais au laboratoire. On a plein d'autres travaux qui sont en cours, même s'il est vrai qu'on a été plus médiatisé avec l'aspect Akkermansia. Donc, dire que la recherche est terminée, certainement pas. Je serais tellement triste que la recherche soit terminée. Je le vis avec mes tripes, sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est dans mon ADN d'admettre en fait que ce ne sera jamais terminé. Et ce sera jamais terminé quand moi je ne serai plus là non plus. La science... on est parti pour sans doute des siècles de compréhension, probablement des dizaines encore d'années de compréhension du microbiote intestinal. Et puis, il n'y a pas qu'Akkermansia, il y a peut-être d'autres bactéries qui seront aussi identifiées. Patrice, penchons-nous maintenant sur votre parcours. Est-ce que le Patrice Cany enfant était prédestiné à devenir chercheur spécialiste du microbiote? Non, pas du tout. Alors, j'ai toujours aimé explorer. Réfléchir à comment une plante pousse, comment une graine peut se développer, comment ça fonctionne. Alors je me suis toujours posé ces questions, peut-être comme plein d'enfants d'ailleurs, mais je n'étais vraiment pas du tout destiné à me focaliser sur le microbiote intestinal. En plus, imaginez-vous dire à un enfant tu vas travailler sur le caca quand tu seras grand. Déjà rien que le dire sous cette façon de boutade, ça aurait été un peu complexe. Alors le microbiote était connu sous le nom de flore intestinale, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Je dois avouer que je ne m'intéressais pas du tout à ça. Par contre, j'étais déjà fasciné par l'alimentation, par les étiquetages. Ma mère pourrait le dire, je voulais toujours lire les étiquettes des aliments. Je ne comprenais pas grand-chose, mais je voulais lire les étiquettes des aliments. Je savais qu'il y avait des codes dessus, je ne savais pas à quoi correspondaient ces codes, mais ça m'intéressait. Donc ça, c'est un peu le début de l'histoire, probablement, même si je ne pense pas que je me serais destiné à faire de la recherche dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. Alors, c'est quoi le parcours pour arriver à votre poste de directeur de labo? Alors, vous vous levez un matin et vous vous dites « je veux être directeur de labo ». Non, c'est vraiment pas ça non plus. En fait, c'est un parcours... Je ne me suis jamais posé la question comme ça, mais c'est un parcours qui se fait de façon progressive et qui correspond peut-être aux étapes nécessaires et obligatoires. Quand vous voulez faire de la recherche en tant que chercheur indépendant, avec vos propres fonds et une équipe, j'ai le sentiment finalement que vous n'avez pas trop le choix de passer ces différentes étapes et puis avoir l'aboutissement évidemment d'être responsable d'une équipe. Ça c'est quand même... pour moi, un des aboutissements de ma carrière scientifique parce que je peux développer plus de projets et réfléchir de façon plus large.
Alors, je vais déjà vous rassurer aussi, avoir des idées en recherche, c'est hyper facile. Tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut avoir des idées d'expérience, ça, c'est pas un problème. La difficulté, c'est de trouver l'argent, les bonnes personnes qui pourront vous aider à mettre en place les expériences nécessaires à répondre à ces différentes questions. Et finalement, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Quand j'ai fait mon parcours de jeune chercheur, on m'a dit, si tu veux continuer en recherche, tu devras faire un post-doctorat à l'étranger. Je suis parti pendant 3 ans, j'ai appris d'autres choses, j'ai rencontré d'autres personnes, et puis quand on a cette envie de pouvoir développer nos propres projets, eh bien, vous avez des programmes comme par exemple au FNRS ou full professeur à l'université, et on vous dit vous allez devoir faire vos preuves, de trouver de l'argent, engager des doctorants, développer une équipe. Donc vous le faites parce que c'est l'étape nécessaire, et en plus c'est motivant, parce qu'au lieu de chercher tout seul et être le seul à faire des expériences, vous augmentez le nombre de personnes qui peuvent enfin travailler avec vous, en collaboration. Moi, j'ai horreur de l'idée de se dire je suis un chef d'équipe et les gens travaillent pour moi. Non, on travaille tous ensemble. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de diversifier les connaissances et les aptitudes des différentes personnes. Comme ça, vous avez une équipe qui est beaucoup plus forte. Dans mon cas, j'ai des gens qui sont spécialisés en microbiologie, d'autres en physiologie, d'autres qui sont spécialisés en analyse bioinformatique, d'autres qui sont spécialisés sur le diabète, d'autres sur le tissu adipeux ou un organe en particulier. Et puis petit à petit, quand vous avez de la chance comme moi d'avoir réussi à avoir des fonds, collecter des fonds, eh bien vous vous rendez compte un beau matin quand on vous pose la question en enregistrement d'un podcast que vous êtes directeur d'une équipe. Mais voilà, c'est vraiment ça en fait. Vous devez passer par ces différentes étapes qui sont obligatoires. Vous n'avez pas trop le choix. Et je suis chanceux, je le répète. Et est-ce que les études universitaires et la recherche se sont imposées à vous depuis tout petit ? Alors en fait, si je vous disais ce que j'aurais aimé faire ou ce que je pensais que j'allais faire, j'aurais aimé être médecin, chirurgien cardiovasculaire. Alors pourquoi ? D'abord parce que j'avais l'idée qu'un chirurgien, et en plus cardiovasculaire, pouvait réparer les corps. Moi, le système cardiovasculaire, et que mes collègues cardiologues et encore plus chirurgiens cardiologues ne prennent pas ça de manière négative, j'avais l'impression qu'on pouvait remettre la tuyauterie ensemble et on allait réparer les gens et ça allait bien fonctionner. Alors certainement parce que dans mon environnement familial, j'ai énormément de personnes qui souffrent ou qui ont souffert de maladies cardiovasculaires, et donc pour moi je trouvais ça une ineptie, me disant mais enfin quand même on doit arriver à remettre le système en place si réellement ce sont des tubes et une pompe. Très naïf évidemment quand j'étais enfant. Un peu plus tard, en adolescence, je me suis rendu compte que l'alimentation jouait un rôle crucial dans ces maladies cardiovasculaires. Et là, j'ai pu comprendre que des choix alimentaires, le type de graisse qu'on allait ingérer, on connaissait évidemment, le microbiote n'était pas du tout à cette époque connu comme il est aujourd'hui. Mais j'ai commencé à prendre conscience que l'alimentation pouvait être un élément clé. Et j'ai malheureusement dû aussi me résigner, de par la situation familiale dans laquelle on se trouvait à l'époque, que faire des études de médecine de 7 ans et payer ces études de médecine pendant 7 ans, ça allait être compliqué. Et en plus, imaginez-vous, faire la chirurgie après, on était parti pour la gloire. Et donc je me suis d'abord orienté vers un diplôme professionnalisant de spécialiste de l'alimentation. Et le seul spécialiste de l'alimentation qui existe, c'est le diététicien, la diététicienne. Et déjà à ce moment-là, en première année d'études de diététique, je me suis dit, il faut que j'essaie de comprendre. J'avais envie d'aller un peu plus loin. J'assistais déjà à des congrès de nutrition et de diététique. J'avais accès de manière tout à fait clandestine, aujourd'hui ça ne serait plus possible, mais à des laboratoires qui travaillaient dans le domaine de la nutrition. Et après mes études de diététique, je me suis directement orienté vers ce qu'on appelait licence en nutrition, donc le master en nutrition aujourd'hui, avant de faire le parcours classique pour me spécialiser de plus en plus en physiologie, métabolisme et nutrition. Et donc vous voyez, quelque part, j'ai envie de dire, le chirurgien cardiologue aurait peut-être été très très malheureux de ne pas connaître aujourd'hui certaines des causes potentielles de ces différentes maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire le microbiote, cette fonction barrière de l'intestin. Donc finalement, en allant au bout de mon rêve qui était d'essayer de mieux comprendre ces interactions, je suis tout à fait heureux d'avoir fait ce choix. À quoi ressemble une journée type de Patrice Cany ? Une journée type, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas une vraie journée type. Il y a des journées types, je pense. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est
principalement, évidemment, écrire des projets, lire, évaluer d'autres articles, d'autres recherches. On parle de ce fameux peer review, revue par des pairs. Donc, je participe énormément à ce genre de choses, que ce soit pour des projets, que ce soit pour des articles. Je dois faire, et là, à mon grand désespoir, faire énormément de reporting administratif. On n'a pas l'impression, mais le professeur à l'université doit faire du reporting, rapporter et écrire les informations de comment il a utilisé l'argent. Et ça, en fait, il faudrait trouver un système qui permettrait d'avoir un bon équilibre, parce que c'est tout à fait normal de le faire, et on a ce devoir de le faire, c'est-à-dire d'expliquer comment on a utilisé de l'argent public. Donc, ceci étant dit, pour la partie reporting qui peut partir de certaines de mes journées au cours de certaines semaines, il y a aussi la communication vers l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est le service à la société, ça peut être donner des conférences, ça peut être préparer des cours, ça peut être répondre à une interview parce qu'il y a une question spécifique sur une thématique qui est proche de notre, ce qu'on appelle expertise, tant et si bien qu'on pourrait croire que nous sommes des experts. Mais voilà, donc dans ma journée type, si je devais vous dire ce que je fais, c'est sans doute un mix de tout cela et aussi évidemment de la communication avec les équipes. Donc c'est discuter avec mes équipes, avec mes différents chercheurs, des expériences qui sont réalisées, réfléchir à la prochaine expérience, réfléchir aux résultats qu'ils ont observés, comment interpréter ces résultats, les aider à pouvoir réfléchir et avoir cette formation critique aussi des résultats qu'ils ont obtenus pour ne pas simplement se dire « Ah, j'ai un résultat, je prends ça comme argent comptant ». Non. Donc, il y a toujours ce travail d'autocritique qui est nécessaire à avoir. Et puis après, comme dans toute petite société ou mini-entreprise, vous devez avoir des parties plus humaines, des discussions qui peuvent être des discussions pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être soit personnels, soit environnementaux, soit des difficultés financières parce qu'on n'arrive pas à faire cette expérience, parce qu'il nous manque tel appareillage, et là on réfléchit à comment trouver une solution. Le chercheur est un bricoleur, ça c'est important de le savoir, je ne pense pas que ce soit unique à la Belgique. Vous devez aussi trouver des solutions pour faire avancer les choses. Donc c'est très difficile de dire ma journée type c'est ça, c'est mille et une choses. Et ça fait partie, je pense, de la richesse du métier de chercheur, c'est justement cette diversité au quotidien. Vous n'avez jamais une journée qui est 100% identique à la précédente. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des rêves, et alors quel est le rêve le plus fou que vous avez ? Mon rêve le plus fou, il n'a rien à voir avec la science directement, ce serait avoir un monde sans souffrance, mais quelle qu'elle soit. Ça fait souvent sourire quand je dis ça. Il dit « Ouh là là, lui, il est vraiment rêveur », au sens réel du terme. Oui, je pense que ça, ce serait mon rêve le plus fou, c'est qu'on ait réussi à trouver des solutions qui permettent, déjà quand je parle de souffrance, si je prends l'exemple de la souffrance au sens médical du terme, à trouver des solutions pour toute une série de maladies. Arriver à trouver des solutions aussi pour que les humains puissent communiquer correctement et arrêtent de vouloir chacun tirer leur couverture. Mais essayer de travailler ensemble pour un but commun. Donc ça, c'est très rêveur, c'est très philosophique. Mais j'aimerais aussi peut-être qu'un jour, on vienne me taper sur l'épaule en me disant « Patrice, en tous les cas, je me sens mieux. Je me sens mieux suite à ce que vous avez pu mettre en place grâce à une de vos découvertes. » Pas quelqu'un qui vienne me frapper sur l'épaule en me disant « Je suis guéri, j'ai plus de maladie. » Non, parce que là, ça c'est le sens rêve extrême. Mais la réalité même, quand même, qui est un rêve, ce serait que je puisse aider les personnes à aller mieux. Et voilà, c'est lié aussi à la souffrance probablement. Merci beaucoup Patrice Cagny de nous avoir accordé donc ces précieuses minutes dans votre journée atypique de chercheur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.